Cet accord, c'est pas une prouesse de la diplomatie israélienne, c'est pas une reddition totale. Certes, pas totale, mais c'est une belle reddition. Et le problème, c'est qu'on est au Moyen-Orient. Et au Moyen-Orient, lorsqu'on commence une reddition, on appelle la prochaine reddition. Et c'est exactement le problème qu'il y a aujourd'hui. Israël se conduit avec le Hezbollah comme les puissances mondiales se conduisent avec l'Iran. Et nous avons le plaisir, comme je l'annonçais dans la présentation de cette heure d'actualité, d'accueillir dans ce studio Shaoul Shmoukler. Shaoul, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes politologue. On va essayer de décortiquer avec vous cet accord qui est intervenu pendant la fête de Sukkot, cet accord entre Israël et le Liban sur le tracé des frontières maritimes. C'est un accord qui a suscité, il faut bien l'avouer, beaucoup de controverses. D'abord dans ce contenu qui a été dévoilé peu à peu, et puis aussi dans la manière dont il va être validé ou pas par les instances israéliennes. On va commencer par le contenu d'abord. Les avis sont divergents. Certains affirment que même si Israël a cédé apparemment beaucoup de territoires, quasiment la totalité du terrain en litige, des zones en litige, des zones maritimes en litige, eh bien, il fallait d'une certaine manière signer cet accord parce que sur le plan stratégique, ça calmait la région. Qu'est-ce que vous en dites ? Alors, c'est pas le plan stratégique du tout, parce que lorsqu'on regarde en termes de stratégie générale et à long terme, c'est exactement l'inverse qui arrive. C'est vrai qu'au niveau tactique, ça va diminuer un petit peu les tensions qui étaient extrêmement élevées à court terme. On est toujours, le problème qu'il y a, on a un problème majeur en Israël, et d'ailleurs un problème majeur dans le monde occidental, c'est qu'on regarde toujours à court terme. Pourquoi ? Parce que le régime démocratique exige qu'il faille répondre à tous les événements de manière extrêmement courte, rapide. Pourquoi ? Un mandat, ça dure 4 ans, alors que chez les Arabes, un mandat, ça n'a pas de limite. On le voit très bien, par exemple, avec Mahmoud Abbas, qui était supposé avoir un mandat de 4 ans, et puis maintenant, c'est plus de 16 ans. Alors, donc, pour revenir à cet accord, qu'est-ce qui, sur le plan stratégique, ça n'apporte pas une véritable stabilité, le fait que, par exemple, on voit le Hezbollah être en position de sourdine, on va dire ne pas s'exprimer de manière virulente. J'aime bien. C'est pas suffisant. Je vais reprendre un petit peu ce que Bennett a dit. Bennett a dit, cet accord, c'est pas une prouesse de la diplomatie israélienne, et ce n'est pas le terme Knia Adira, c'est pas une reddition totale. Certes, pas totale, mais c'est une belle reddition. Et le problème, c'est qu'on est au Moyen-Orient. Et au Moyen-Orient, lorsqu'on commence une reddition, on appelle la prochaine reddition. Et c'est exactement le problème qu'il y a aujourd'hui. Israël se conduit avec le Hezbollah comme les puissances mondiales se conduisent avec l'Iran. C'est-à-dire qu'avec beaucoup de pusillanimité, on a peur de sortir les armes. Pourquoi ? Parce qu'on sait de l'autre côté, ça va répondre. Et donc, c'est vrai qu'il va y avoir des retombées. Mais lorsqu'on réfléchit à court terme, alors c'est vrai que l'accord, il est censé diffuser les tensions actuelles qu'il y a avec le Hezbollah. Mais bon, combien de temps ça va durer ? Peut-être 2 mois, 3 mois, allez, on va dire 6 mois, et puis ça va revenir. Pourquoi ? Parce que lorsque on est dans un compromis de pragmatisme par rapport à l'idéologie, eh bien ça appelle la prochaine exigence de céder aux demandes de l'État, de l'entité voyou. C'est pas une entité voyou, c'est une entité de gangsters. Alors on peut répondre à cela en menaçant d'une certaine manière. Israël a les moyens de menacer le Liban, et c'est ce qu'il fait régulièrement lorsque le Hezbollah relève la tête. D'une certaine manière, c'est ce qu'il fait. Il menace le Liban. Là, par exemple, s'il y a, on va dire, de la part du Hezbollah, qui n'est pas signataire de l'accord, puisque c'est le Liban qui est signataire de l'accord, s'il y a un réveil de la part du Hezbollah ou des menaces en direction, par exemple, de la plateforme Karish, eh bien, il suffit tout simplement de menacer le Liban, et peut-être que le Hassan Nasrallah n'osera pas aller jusqu'au bout de ces menaces dans la situation dans laquelle le Liban se trouve, qu'il est intéressé lui-même à essayer d'exploiter les gisements gaziers. Bravo Daniel, vous réfléchissez comme un occidental. Oui. L'occidental, qu'est-ce que c'est ? On fait des compromis, et donc si moi je fais un compromis, l'autre va nécessairement faire un compromis. Au Moyen-Orient, dans la mentalité arabe et musulmane, c'est complètement l'inverse. Le mot compromis en arabe n'existe pas. Je
suis un faible arabisant, et j'ai cette information de Moti Kedai, Mordechai Kedai, qui est un orientaliste et qui sait exactement de quoi il parle. Le mot compromis n'existe pas en arabe, et ça veut dire que si vous montrez une faiblesse, vous appelez la prochaine faiblesse immédiatement. Et c'est ça un petit peu ce qui, pour reprendre un petit peu le rapport avec les élections, ce qui différencie la droite et la gauche, c'est que on va revenir aux élections, on va pas mélanger tous les dossiers. Mais c'est important pour comprendre, parce que lorsque on croit à une négociation, à des accords signés sur le papier dans cette région-là, eh bien, on se raconte des histoires. Ici, la seule chose qui marche, c'est la force. On est au Moyen-Orient. Il faut jamais l'oublier. Les garanties américaines, il y a des garanties apparemment américaines. Je ne sais pas, vous allez me dire, oui, on les a vues à Kaboul, des garanties américaines. Je voudrais reprendre avant de parler de ces garanties américaines qui me font absolument exploser de rire. Et toute personne qui a un petit peu le sens de l'histoire aussi devrait exploser de rire à cette affaire. Vous savez, on dit, il faut donner quelque chose à perdre au Liban, donc on va donner une plateforme, on va céder du territoire israélien, on va leur donner la possibilité de s'enrichir, et à ce moment-là, s'ils ont quelque chose à perdre, eh bien, ils vont pas le faire, ils vont réfléchir à deux fois. Or, imaginez-vous le Hezbollah, Karish, il va bombarder Karish, d'accord ? Karish, qui exploite Karish, c'est un consortium gréco-britannique. Est-ce que ça pose un problème pour le Hezbollah de les bombarder ? Rien du tout. Imaginez-vous qu'Israël va rendre et va faire la même chose avec la plateforme de Cana. Qui est à la plateforme de Cana ? C'est Total, c'est la France. Vous voyez Israël qui va attaquer la plateforme Total ? Mais vous rigolez. Non, mais Israël a d'autres cibles aussi. Mais non, mais pas du tout. L'argument qui est avancé ici par la gauche israélienne et par Lapid, c'est de dire, regardez, on est dans une dissuasion mutuelle. Oui. Vous m'attaquez, je vous attaque. Mais c'est pas vrai. Vous savez, c'est exactement la même chose qui s'est passé avec Gaza. On a dit, on va sortir de Gaza, et si ils osent envoyer un petit missile, on va les aplatir complètement. Est-ce que ça a eu lieu ? Pas du tout. On se raconte des histoires, et c'est exactement là tout le problème. Alors, on va revenir maintenant sur la forme avec laquelle cet accord doit être validé. On sait que il a été, on va dire, en fait, la déclaration, le protocole d'accord a été validé par le cabinet restreint et par le gouvernement. Et la controverse aujourd'hui se porte autour de la Knesset. Est-ce que la Knesset doit valider un tel accord ou pas ? De votre expérience en tant que politologue, est-ce que vous pensez que effectivement la Knesset devait valider un tel accord, surtout, ou alors qu'on est à 15 jours des élections ? Écoutez, Lapid a fait une faveur à la Knesset en déposant l'accord à la Knesset, mais ça ne sert à rien de le déposer si on ne discute pas. Alors, ce qui se passe ici, c'est qu'on défie les institutions. Imaginez-vous si ça avait été l'inverse, si ça avait été Benjamin Netanyahu dans un gouvernement de transition faible, un gouvernement de transition qui n'a même pas de majorité, qui va faire exactement la même chose. Mais à ce moment-là, vous aurez toute la presse de gauche qui serait déchaînée contre lui. Et là, il ne se passe rien du tout. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 poids et 2 mesures. Lorsqu'on est dans un gouvernement de transition de droite ou de gauche, les mêmes règles ne s'appliquent pas. Ce qu'est en train de faire Lapid, c'est défier les institutions. Alors vous savez, on parle du Mahané à Mamlarti, qui est plutôt le Mahané à Melarouti, c'est-à-dire le camp artificiel, qui est fait de briques et de broc. Et ici, Lapid, il n'a pas du tout une conduite démocratique. Il se moque des institutions, parce que les institutions sont très claires. Alors c'est vrai que dans les lois strictement, lorsqu'on suit les lois, il n'y a rien marqué par rapport à un gouvernement de transition, mais c'est la tradition maintenant qui a été introduite par la Cour suprême. La conseillère juridique du gouvernement, Gila Baraviara, avait dit dans un premier temps qu'il fallait valider par la Knesset. Et qu'est-ce qu'elle a dit ? Et qu'est-ce qu'a dit Lapid ? Ça m'intéresse absolument pas. Elle a dit, et finalement, elle s'est pliée à... Exactement. Vous voyez, donc ce que fait Lapid, c'est qu'il bafoue les institutions. Et c'est absolument interdit de le faire. Si on est dans un gouvernement de transition, eh bien, on ne peut pas faire chose. Alors, en plus, on est dans la hâte. Vous savez, lorsqu'on signe un traité dans la hâte, les Arabes disent que la hâte est mauvaise conseillère. Et c'est absolument vrai. Pourquoi est-ce qu'on est dans la hâte ? Parce qu'on dit, Michel Aoun, qui est le président et qui va terminer son mandat dans peu de temps, et après, on va y avoir une instabilité politique au Liban. Au Liban, il y a eu des élections, le Hezbollah a perdu des élections, il n'a plus la majorité. Et pour l'instant, il empêche un gouvernement de s'installer. Alors vous croyez que le petit papier qu'on va signer, il va avoir une validité ? C'est du pipeau qu'on nous vend, c'est électoral, et
encore une chose qui est très importante, c'est qu'on nous dit que tout l'établissement militaire était en faveur. Vous savez, dans la tradition juive, lorsqu'il y a une unanimité, eh bien, on lève les sourcils, on dit il y a anguille sous roche. Le fait que tout le monde soit d'accord, ça doit être une source de très grande inquiétude, parce que qu'est-ce que c'est l'armée ? L'armée, ce qu'il veut faire, c'est ne pas avoir, alors que eux sont en poste, avoir à gérer des affaires militaires. Alors c'est vrai qu'on va gagner 2-3 mois, et peut-être que les 2-3 mois, Aviv Kochavi, le chef d'état-major, il sera plus en charge. D'accord ? Mais le problème, au niveau stratégique, n'aura pas été résolu. Au contraire, que lorsqu'il y a un compromis, une compromission qui s'installe, ça appelle la prochaine compromission. Et vous pouvez être sûr que le Hezbollah, eh bien, il est en train de préparer la prochaine exigence. Je voudrais que vous avez parlé de la sécurité, de l'aspect sécuritaire. C'est vrai que tout le monde, le chef du Mossad, le chef du Shin Bet, le chef d'état-major de Tzal, tous les responsables sécuritaires sont d'accord pour dire que c'est un accord qui stratégiquement... Pas stratégiquement, tactiquement, il va diffuser de manière extrêmement momentanée les exigences du Hezbollah qui ne manqueront pas de revenir avec plus de force. Mais c'est tout de même assez surprenant qu'il y ait une unanimité autour de ce développement. Non, pas du tout. C'est pas du tout surprenant. Au contraire, lorsque vous regardez ce qui se passe en Israël, le problème c'est que Israël se prend pour le Danemark. C'est-à-dire qu'on se voile la face et on veut pas considérer les problèmes au long terme. On dit voilà, on a la paix, on a gagné 15 jours, on a gagné 1 mois, on a gagné 3 mois, on a gagné 6 mois. Alors qu'en fait, on ne se mesure pas aux problèmes de fond. Regardez ce qui s'est passé avec Netanyahou. Pendant 12 ans, il était au pouvoir. Et regardez ce qui se passe en Galilée, regardez ce qui se passe dans le Negev. Et c'est quelque chose qui revient de manière systématique. Et je discute avec beaucoup de gens qui sont dans des positions d'autorité, à la fois dans l'armée et à la fois au niveau de la police, et tous disent exactement la même chose. Okay. Comme ils disent, Tachat amishmeret sheli, moi je veux le silence tant que je suis au pouvoir. Et après, eh bien, je passerai la patate chaude à celui qui viendra après. Et comme ça se transmet de personne en personne et la situation empire. Alors, on va parler un peu plus, on va rentrer dans le vif du débat électoral. Cet accord entre Israël et le Liban, vous pensez qu'il peut profiter à Yair Lapid, ou il peut profiter au camp de la gauche, centre-gauche ? Non, absolument pas. Je pense pas. Je pense que ce que Lapid essaye de faire, c'est de faire un coup médiatique, de se mettre en valeur. Mais normalement, quelqu'un qui est à gauche, et quelqu'un qui est à droite ne va pas pour autant voter pour Lapid. Lapid, ce qu'il essaye, et ça fait partie un petit peu de sa campagne publicitaire, de dire, vous voyez, on nous a dit qu'on ne serait pas capable de gérer le pays d'Israël, et voilà, regardez, on arrive à le faire. Et lorsqu'il y a eu des négociations pendant une dizaine d'années sous Netanyahou avec le Liban, et soudain, 2 jours après que le Hezbollah profère une menace, à ce moment-là, il va y avoir un accord. Pourquoi ? Parce que Israël a cédé du terrain. Alors c'est évident que lorsqu'on est dans une négociation et que soudain on cède du terrain, c'est normal qu'il va y avoir un accord. Alors, donc vous dites que ça ne va pas profiter à Yair Lapid. Une question, si vous étiez à la place de Binyamin Netanyahou aujourd'hui, et qu'on soit toujours dans l'impasse, parce que les sondages sont toujours dans l'impasse, on est à 60-60, 59-61, ça ne donne pas une idée précise du résultat des élections. Si vous étiez comme Binyamin Netanyahou, est-ce que vous feriez comme l'a décidé apparemment le Likoud ces derniers jours, c'est-à-dire tout faire pour affaiblir Ayelet Shaked, ou alors au contraire vous sauriez pousser Ayelet Shaked afin qu'elle passe au-dessus du seuil d'éligibilité, afin peut-être de modifier cette égalité chronique. On arrive au cœur du problème, pas du Likoud, mais de Benjamin Netanyahou. Netanyahou, il a une posture, c'est un imposteur en fait, parce que c'est un centriste qui a la tête des plus grands partis de droite. Et de manière extraordinaire, il arrive à faire taire tous les candidats. Aujourd'hui, il a une liste qui est extrêmement droitière. Et donc, la logique électorale, si Netanyahou veut vraiment un gouvernement de droite, eh bien, il a tout intérêt à faire passer Shaked. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas Shaked, il a 59. S'il y a Shaked, il a 63. Et donc, il y a un gouvernement de droite. Et je pense que Shaked ne va pas recommencer à rentrer dans cette aventure de s'allier avec et faire rentrer avec les Arabes. Pourquoi ? Parce qu'elle a payé très cher ce prix-là. Et elle n'est certes pas prête à le faire. Alors, la logique politique la plus pure pour un homme de droite, et ça, les gens, ceux qui sont de sang-froid, et les conseillers extérieurs à Netanyahou disent, au contraire, il faut aider Shaked à passer. Et je pense que c'est très important que Shaked passe, parce que c'est vraiment quelqu'un de droite. Et Shaked a fait des choses que Benjamin Netanyahou, pendant ces 12 années, n'a pas fait.
une politique, il a appliqué des politiques de droite. Et on reproche à Shaked aujourd'hui de ne pas démissionner de ce gouvernement, mais elle est là en train de garder ce gouvernement contre une dérive vers la gauche. Parce que vous voyez, Lapid, ça n'empêche pas de faire des choses et de mettre des choses en place, bien qu'il soit dans le gouvernement de transition. Alors on dit que Sarah Netanyahou, toujours c'est cette folie. Vous savez, le procès de Netanyahou, il a montré deux choses. Il a montré d'abord la forfaiture de tout ce qui est la pratique, c'est-à-dire le parquet, mais aussi le dysfonctionnement de cette famille qui s'appelle Netanyahou, avec Sarah et Yair, qui sont des réactions extrêmement allergiques à toute critique. Et donc la logique exigerait, la logique froide, si Netanyahou veut vraiment un gouvernement de droite, il a tout intérêt à ce que Shaked passe, parce qu'à ce moment-là, il sera assuré d'avoir un véritable gouvernement de droite, ce que je ne pense pas. D'ailleurs, Netanyahou est un centriste. Et donc, il veut au contraire être dans une situation à être obligé d'amener des gens du centre. Oui. Alors, il y a une information, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais qui se rapporte à Bezalel Smotrich, qui affirme que il faut... lors de la prochaine Knesset, c'est-à-dire la 25e Knesset, il entamera une procédure visant à suspendre tout ce qui est comme chef d'accusation d'abus de confiance. C'est-à-dire, il dit que dans la justice israélienne, abus de confiance, c'est un peu une sorte de fourre-tout dans lequel qui permet au parquet d'inculper très rapidement des hommes d'État ou des hommes politiques ou femmes politiques et de briser leur carrière. Vous êtes favorable à une telle démarche ? Ben évidemment. Écoutez, tout homme de droite ne peut être que favorable à cette proposition. Est-ce que tout démocrate logique devrait être favorable ? Absolument, tout démocrate. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un abus de ce chef d'accusation. C'est un chef d'accusation qui n'existe pas dans le corpus des lois d'autres pays. Je crois qu'Israël est un des seuls pays qui a intégré ce chef d'accusation, et c'est un chef d'accusation qui est extrêmement flou et qu'on peut utiliser à tirer l'arigot comme on a abusé avec l'abus de confiance. Évidemment. Et puis, on ne peut pas dire que ça n'a pas été utilisé, puisque ça a été utilisé. Moi, j'ai suivi de manière de très près les procès de Netanyahou. C'est absolument du n'importe quoi. C'est de l'invention pure et simple. Et je pense vraiment, en tant que la logique exigerait d'ouvrir une enquête parlementaire contre le parquet qui a et tous les gens qui ont ouvert des enquêtes, tous les procès. On voit maintenant, au fur et à mesure que le procès avance, que ça tient sur absolument rien. Alors encore un mot sur le bloc centre-gauche, celui qui est dirigé par Yair Lapid. On parlait de l'accord entre Israël et le Liban. Le fait que Yair Lapid, d'une certaine manière, soit Premier ministre, obtient, on va dire, le soutien même de la communauté internationale. Finalement, ça renforce son parti, on le voit dans les sondages, mais ça affaiblit, on va dire, les quatre formations, on va dire, de gauche ou arabes, c'est-à-dire les deux partis arabes et les deux partis de gauche, qui flirtent avec le seuil d'éligibilité. C'est pas un jeu risqué qu'il joue là, Yair Lapid ? Si un des partis ne passe pas le seuil d'éligibilité, c'est Netanyahou qui l'emporte. Écoutez, où est-ce que vous avez vu la logique dans la politique israélienne ? Ça n'existe pas. Les gens, on est toujours dans le même problème, c'est que les gens voient, ils sont dans des réactions tactiques et pas stratégiques. On est toujours dans le court terme, l'extrême court terme. Et donc, ce que veut faire Lapid, c'est être le plus grand. Ce que veut faire dans son bloc, ce que veut faire Netanyahou, c'est être le plus grand dans son bloc. Or, si on veut, à droite, si on veut avoir un véritable gouvernement de droite, il faut avoir un Likoud le plus faible possible, et tous les autres partis qui sont sur sa droite devraient être le plus forts pour attraper et serrer de très fort Benjamin Netanyahou, qui par nature, et on l'a montré, et on l'a vu au cours de toute sa carrière politique, il a une tendance à dériver vers la gauche. Eh bien, Shaul Shmukler, merci beaucoup pour tous ces commentaires autour de deux dossiers majeurs. Le dossier qui nous a occupé pendant la fête de Sukkot, c'est-à-dire l'accord entre Israël et le Liban sur les frontières maritimes, et puis, bien entendu, la campagne électorale qui entre dans sa dernière ligne droite, on va dire à 2 semaines des élections. Il va falloir que les gens se réveillent un petit peu, en tout cas, parce que pour l'instant, on ne peut pas dire que véritablement ça suscite un enthousiasme quelconque au sein de la population israélienne, cette campagne. Mais je crois qu'on est dans le dernier sprint là, des 2 dernières semaines. Et puis les choses arriveront, on est après les fêtes, et donc les états-majors ont essayé de mettre la pédale de frein jusque-là, et on va voir les choses se réveiller. Voilà. Eh bien, on l'espère en tout cas. Merci beaucoup, Shaul Shmukler, d'être venu dans notre studio ce matin.